Aujourd'hui, on va parler limitation de vitesse, un sujet pas du tout clivant qui apporte toujours nombre de réflexions bien pensées et constructives. Je veux essayer ici de répondre calmement à la question: est-ce que les limitations sont utiles? Attention, je révèle un peu l'intrigue, la réponse est évidemment oui, mais de mon point de vue, elles ne sont pas utilisées correctement. La politique routière française depuis ces 10 à 15 dernières années est centrée autour de la formule suivante: 1 km/h en moins de vitesse moyenne équivaut à 4% de mortalité en moins. Du point de vue des lois de la physique, c'est parfaitement logique. Une voiture lancée à une certaine vitesse aura moins d'énergie emmagasinée qu'une voiture lancée à plus grande vitesse, ce qui rend le choc, en cas d'accident, moins violent et plus facile à survivre. L'objectif pour les pouvoirs publics est donc clair: baisser par tous les moyens la vitesse moyenne des usagers. Pour atteindre cet objectif, on est tombé à outrance dans ce que j'appelle la politique du PPG, le panneau et la peur du gendarme. Si vous avez une route accidentogène, la méthode est d'abaisser la limitation de vitesse et de mettre en place des contrôles pour contraindre, par la peur, les usagers à lever le pied. C'était le concept derrière la mise en place des 80 km/h et, en apparence, ça a été efficace. Selon le bilan de la mesure, qui s'est fait sur les 18 mois suivant son application, il a été observé une baisse de 3,3 km/h de la vitesse moyenne sur les axes concernés, qui a entraîné une baisse de 12% de la mortalité, alors que les autres types d'axes ont stagné. Mais derrière ces chiffres encourageants, il se cache en réalité une impasse. Il aura fallu 10 km/h de moins sur la limitation pour faire baisser d'à peine 3 km/h la vitesse moyenne des usagers. À la fin 2019, on était au point absurde où les vitesses relevées étaient en moyenne supérieures à la limitation de 3 km/h. Pire encore, toujours selon le même bilan, il y avait 58% des conducteurs de véhicules légers qui roulaient au-dessus de 80 km/h, 2 tiers d'entre eux allant au-delà de 90. Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher un peu sur la psychologie d'un usager de la route. Pour choisir sa vitesse, celui-ci va prendre en compte plusieurs facteurs: son environnement, ses habitudes, le comportement des autres usagers et les capacités de son véhicule. Ces éléments déterminent la vitesse qu'il juge raisonnable et c'est un calcul purement instinctif. L'imposition d'une limitation de vitesse plus basse que ça, c'est une barrière que la conscience doit mettre à ce raisonnement naturel. C'est un effort que l'usager doit fournir. Or, l'être humain étant cognitivement fainéant, on est obligé de brandir la menace d'une punition si on veut ne serait-ce qu'un minimum faire respecter la réglementation. C'est le principe de la peur du gendarme. Ce que ça veut dire, c'est que plus la limitation est inférieure aux vitesses jugées raisonnables, plus l'effort demandé est grand et plus il faut renforcer la répression pour qu'elle soit prise au sérieux. Le problème du coup, c'est qu'on commence à distribuer des contraventions pour des délits mineurs qui ne sont pas fondamentalement dangereux. C'est aggravé par le fait que les contrôles ne pouvant pas être partout, le risque d'une punition reste globalement faible. Une contravention pour l'usager moyen n'est plus maintenant quelque chose qui le fait réfléchir à son comportement, mais simplement quelque chose qui arrive inévitablement de temps en temps quand on tombe au mauvais endroit au mauvais moment. Le délit est banalisé, aucune leçon n'est apprise et les comportements changent peu. Un très bel exemple chez moi, à Limoges, est la route d'Aix-sur-Vienne. C'est une portion de la route nationale 21 qui était accidentogène sur laquelle il a été mis en place une limitation à 50 km/h avec un radar. Sur papier, c'est un succès, mais quiconque ayant conduit sur cette route pourra vous confirmer que les limitations sont allègrement dépassées avant et après le radar et que ceux qui se font flasher aujourd'hui ne sont plus les dangers publics, mais ceux qui ont un petit dépassement par inattention. Toujours sur la mesure des 80 km/h, le bilan a fait état de 206 vies sauvées en 2019 par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. Cela semble être un beau progrès, mais n'oublions pas que l'on parle d'un pays de 68 millions d'habitants qui tourne depuis plus d'une décennie entre 3000 et 3500 morts par an sur la route. Encore et toujours un des pires d'Europe. Généralement, la réponse qu'on me donne à ça, c'est que même si ça semble pas beaucoup, ça fait toujours 206 vies. Et si ça sauve des vies, ça en vaut la peine. Pour moi, c'est une réflexion qui est contre-productive, et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est le coût politique de ce genre de mesures impopulaires. Les 80 km/h ont causé des mois de cacophonie médiatique qui a contribué au mouvement des Gilets jaunes. C'est autant d'énergie politique et médiatique qui aurait pu être dépensée dans des mesures plus productives. En plus de ça,
La répression routière est devenue, avec les taxes sur le carburant et les ZFE, un symbole de la division entre territoires ruraux et urbains et entre le pouvoir et les citoyens. Certains départements ont acté un retour aux 90 km/h en guise de doigt d'honneur au pouvoir central à Paris, et Éric Zemmour a fait de la fin du permis à points et des limitations à 30 en ville un argument de pré-campagne présidentielle. Le fait que la sécurité routière soit devenue une source de manœuvre politique est pour le moins inquiétante. La deuxième raison est que la PPG n'est pas une stratégie soutenable si on veut un jour atteindre l'objectif ambitieux des 0 morts et blessés graves. On ne pourra pas indéfiniment baisser les limitations de vitesse pour sauver des vies, d'autant plus que les résultats de telles mesures ne sont pas aussi roses qu'ils n'y paraissent. Le bilan des 80 km/h a montré que malgré une baisse de la mortalité, le nombre d'accidents, lui, n'a quasiment pas bougé. Les routes françaises étaient moins mortelles en 2019, mais elles étaient toujours aussi dangereuses. L'obsession avec les limitations de vitesse et la soif quasi fétichiste de faire régner la loi par la force nous fait oublier que la vitesse n'est en soi pas toujours le principal problème. Si un mec bourré prend un virage trop large et vous percute, le problème vient principalement de l'alcool. Et si sur autoroute quelqu'un en train d'envoyer un message vous rentre dedans à 150 km/h, le problème vient principalement de son téléphone. La vitesse n'est le plus souvent qu'un facteur aggravant d'un accident. Et même quand elle en est le principal facteur, il ne faut pas pour autant oublier tous les autres éléments qui ont mené au drame. Je me souviens dans un documentaire des années 2000 l'histoire d'un collégien qui s'était fait faucher dans une rue à 30 par un jeune sans permis qui roulait à 130. Quand les riverains étaient interrogés, tout le monde disait que c'était inadmissible de rouler aussi vite, que c'était inadmissible de rouler sans permis, et etc. Ce sont des points valables. Mais ce qui m'a surtout heurté, c'est à quel moment est-ce qu'on met limitation à 30 sans un minima mettre un dos d'âne. Tout le monde sait qu'il y a et qu'il y aura toujours des tocards pour abuser des choses, et si les riverains ont demandé à ce que la limitation soit abaissée, c'est bien que le problème était connu depuis un moment. Pour moi, il y a eu une énorme part de responsabilité de la mairie, mais aucun procès ne lui a été fait. Tout le monde a dit qu'il fallait que les mentalités changent, puis tout le monde est retourné à sa petite vie, sauf la famille de la victime. Il y a des fois où les limitations de vitesse sont utilisées par les collectivités pour, consciemment ou inconsciemment, se déresponsabiliser et éviter des travaux qui sont nécessaires. Sur la D999 dans le Tarn limitée à 90, il y a un endroit en amont de Gaillac où des bouts de goudron sont partis de la chaussée. Pour un automobiliste, ça peut entraîner un coup de volant sous l'effet de la surprise et pour un motard qui passerait une roue, ça peut être mortel. Ça fait plusieurs mois que la route est comme ça, mais le conseil départemental s'est contenté de limiter la route à 50 sur 1 km avec un panneau « chaussée déformée ». Personne ne va rouler à 50. Vous le savez, je le sais, eux-mêmes le savent pertinemment. Mais comme ça au moins, s'il y a un accident, ce ne sera pas de leur faute, puisque la victime était en excès de vitesse. Un autre exemple juste à côté de chez moi. Une route mal entretenue depuis des années qui est défoncée. On parle d'une route sur laquelle des autocars passent régulièrement, et pas en flemme en plus. Voici ce que ça donne quand on croise un poids lourd. Ma voiture est toute petite, je suis au bord du goudron, un quart du camion est sur le bas-côté et on passe à peine. La mairie souhaite limiter l'axe à 50 km/h. Je peux vous garantir que c'est pas ça qui empêchera un jour un Dacia Duster trop rapide de percuter un bus scolaire également trop rapide. La tendance des 30 km/h en ville, c'est le même problème. Personne n'a levé le pied à Paris, les piétons n'ont pas ressenti d'amélioration à Grenoble, alors que d'autres pays comme les Pays-Bas ont adopté dès les années 90 de nombreuses normes sur la prévention et les aménagements qui ont réellement fait baisser les vitesses, la mortalité et les nuisances. Au lieu de toujours jouer sur l'imitation, il faudrait faire le travail de fond. Sauf que le travail de fond, personne ne veut le faire parce que les résultats ne sont pas immédiats. On préfère plutôt tomber dans les travers sentimentaux du « tout est bon pour sauver des vies » qui vont favoriser les mesurettes médiatisées au détriment du reste. L'énergie politique est ensuite dépensée à combattre la grogne des automobilistes qui est utilisée à tort comme outil de mesure de l'efficacité d'une réforme. Il faut admettre que beaucoup d'automobilistes paraissent sacrément cons quand ils sont interrogés, mais si vous synthétisez ce qu'ils remontent le plus, vous vous rendrez compte que c'est assez pertinent. La grogne est justifiée. Des législations qui sanctionnent principalement des citoyens honnêtes pour des écarts mineurs pas fondamentalement dangereux, ça s'appelle une injustice. On ne traite pas une infraction dérisoire comme un acte de pure délinquance. Par contre, qu'on soit clair,
Je parle bien ici des excès raisonnables. Je ne parle pas du genre d'excès que Jean-Michel Houdy trouve normal. Donc, si l'abaissement de la limitation n'est pas une stratégie soutenable, que doit-on faire? Est-ce une raison pour retirer complètement les panneaux? Sur certaines portions d'autoroute, il peut y avoir débat, mais globalement, non. Il ne faut pas retirer les limitations. On a vu que pour choisir sa vitesse, un usager se basait sur son environnement, ses habitudes, le comportement des autres usagers et les capacités de son véhicule. La plupart des gens, la plupart du temps, sont assez bons pour juger à partir de ces éléments la bonne vitesse à prendre. Collectivement, les gens sont mine de rien de bons conducteurs quand on pense aux milliards de kilomètres parcourus chaque année. Mais au niveau individuel, l'être humain n'est pas parfait avec sa vitesse. Sur une route qu'on ne connaît pas, il peut arriver de mal juger un virage. Si on a grandi avec des parents ou des amis agressifs au volant, il est très probable de prendre soi-même l'habitude de rouler trop vite. Si on voit que beaucoup de monde roule plus vite que soi, il peut être tentant de se laisser entraîner. Et si on est inexpérimenté avec un véhicule, ou si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, on peut facilement surestimer les capacités de celui-ci. Ces mauvais jugements, qu'ils soient petits ou insolemment gros, ce sont eux qui causent les accidents qu'on attribue à la vitesse. C'est pour cette raison qu'il faut des limitations, car il faut qu'il y ait un seuil sur lequel des personnes comme vous et moi peuvent se fier en cas de doute et à partir duquel on peut dire qu'un usager est dans l'abus. Ce seuil doit être suffisamment élevé pour que les usagers raisonnables ne soient pas sanctionnés inutilement, mais suffisamment bas pour que les comportements dangereux soient réprimés. Pour déterminer cette vitesse dite raisonnable, on peut se servir de la méthode américaine du 85e percentile. On divise une route en plusieurs segments qu'on sépare selon les changements de la chaussée, début-fin d'une nouvelle file de circulation, courbe ou enchaînement de virages, changement du type de la voie, etc. Pour chacun des segments, on mesure sur 24 heures en semaine la vitesse des usagers par temps clément. Une fois les données collectées, on regarde la vitesse pour laquelle 85% des véhicules légers roulent en dessous et 15% des véhicules légers roulent au-dessus. On arrondit cette vitesse au multiple de 10 le plus proche et cela vous donne une représentation de la vitesse jugée raisonnable. Si on ne se base plus que sur le 85e percentile pour déterminer une limitation, cela veut dire qu'on ne peut plus l'abaisser arbitrairement pour lutter contre une insécurité routière. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on mesure les gens à 70 en agglomération, on doit laisser pisser? Non, ce n'est pas le but. Quand on se contente de limiter au 85e percentile, on tombe en effet nez à nez avec son plus grand défaut. Les conducteurs sont, globalement, assez bons pour juger une vitesse raisonnable, mais raisonnable pour eux, vis-à-vis de leur propre sécurité. Quand il s'agit de risques posés à des usagers plus fragiles qu'eux, ou ne serait-ce que des nuisances sonores ou de pollution posées à des riverains, là, ils sont moins efficaces. Même les personnes les plus sensibles à ces problématiques peuvent vite l'oublier un jour où ils sont de mauvaise humeur ou pressés. Le but de la règle du 85e percentile, c'est d'empêcher les collectivités de tomber dans la facilité de la limitation. En restant sur notre exemple d'une agglomération régulièrement traversée à 70 km/h. Une limitation à 50 vous fera peut-être ralentir, vous, mais la plupart des gens ne lèveront que très peu le pied et rien n'empêchera une personne déraisonnable et irresponsable d'y passer au double de la vitesse. Si la réponse c'est de mettre un radar, malheureusement, ça n'arrêtera pas les mecs bourrés, les mecs avec de fausses plaques, ni même vous qui pourriez passer trop vite sur un moment d'inattention. Vous me direz que ce sont des cas à la marge, mais sur des routes ne serait-ce qu'un minimum fréquentées, ça fait beaucoup de personnes. Il y aurait sûrement moins de morts, mais le danger et le sentiment d'insécurité en lui-même ne seraient pas éliminés. Si on veut un jour les zéro morts, toute solution qui s'appuie de près ou de loin sur la bonne volonté des gens est vouée à l'échec. Quelle devrait donc être la démarche d'une collectivité? Tout d'abord, si un segment n'est pas dangereux et qui n'occasionne pas de nuisance, la limitation au 85e percentile devrait être conservée. Il n'y a aucun intérêt à la baisser, sauf pour le plaisir de la répression. Par contre, si le segment est dangereux, il faut d'abord déterminer si les dangers sont liés à la vitesse. Car si on a des problèmes d'alcoolémie sur un itinéraire de sortie de boîte ou des refus de priorité sur une intersection mal aménagée, le problème n'a rien à voir avec la vitesse. Il faut ensuite déterminer si les dangers sont liés à une mauvaise appréciation collective de la vitesse ou s'ils sont liés à une minorité de conduites dangereuses. Si le danger ne provient que de quelques kékés,
Ce n'est pas une baisse de la limitation qu'il faut, ça, ils n'en auront rien à cirer. Ce qu'il faut, c'est faire respecter la limitation déjà en place à l'aide de contrôles plus fréquents, voire des contrôles automatiques, qui ne sanctionnent pas les petits excès. Si les vitesses excessives sont généralisées, par contre, c'est une autre histoire. Cela veut dire qu'il y a un écart entre l'appréciation de ces facteurs par les usagers et les risques réels. Sanctionner reviendrait à punir en masse pour des erreurs en toute bonne foi. Ce n'est pas juste et l'efficacité, on l'a vu, est limitée. Plutôt que de compter sur la bonne volonté des gens, il faut jouer avec un ou plusieurs de ces facteurs. Pour beaucoup d'entre eux, ça va être difficile car le seul moyen d'action sera la prévention. On peut difficilement entrer dans la tête de quelqu'un pour reprogrammer ses habitudes. Il y en a cependant un qui est complètement à la portée des pouvoirs publics, c'est l'environnement. C'est-à-dire comment est perçue la dangerosité de la route par l'usager. Et ça tombe bien, puisque c'est le principal facteur utilisé pour choisir une vitesse. Vous pouvez avoir le plus gros ego du monde, la voiture qui tient le mieux le pavé du marché, et globalement absolument plus rien désirer des autres usagers, une chose est sûre, vous n'avez pas envie de planter la bagnole. Même un chauffard poursuivi par la police n'ira pas à la même vitesse selon où il roule. Une course-poursuite sur l'autoroute peut très vite dépasser les 200 km/h, alors que dans des ruelles, ça va rarement excéder les 60. Et même sans être poursuivi par la police, regardez par exemple l'avenue Garibaldi à Limoges. Ici, les gens vont allègrement dépasser les 50 si ce ne sont les 60 km/h, mais 100 mètres plus loin, vous dépasserez difficilement les 40, alors que la chaussée fait exactement la même largeur. Dans les deux cas, on roule plus vite ici parce que c'est dégagé, on se sent en sécurité, alors que là, il y a des obstacles, il y a des risques et on est sur ses gardes. Selon le type de route et les vitesses que l'on vise, il y a pléthore d'aménagements possibles qui seront réellement efficaces. Lisez les normes d'aménagement de certains pays nordiques et vous verrez que c'est dingue le niveau de détail qu'il y a. L'infrastructure, c'est ça aujourd'hui le meilleur outil à disposition de la sécurité routière pour réduire la vitesse, à condition que cela soit fait correctement, car c'est une véritable science. Une fois les aménagements faits, il ne reste plus qu'à mesurer à nouveau les vitesses, puis à fixer la nouvelle limitation au nouveau 85e percentile. Si les choses ont bien été faites, c'est normalement la fin de l'histoire. Sinon, il faut recommencer le process. Tout ça ne doit pas nous faire oublier que la vitesse n'est pas nécessairement le problème. La phrase 1 km/h en moins équivaut à 4% de mortalité en moins est trompeuse. Oui, un accident est moins grave quand on va moins vite. Mais ça, c'est s'il y a un accident. Il y a corrélation entre vitesse et mortalité, mais il n'y a pas de lien de causalité. Si c'était le cas, les autoroutes à 130 km/h seraient une hécatombe, alors que non, on y a enregistré 263 morts en 2019 contre 1944 sur le réseau secondaire hors agglomération. Une autre preuve, entre 1999 et 2002, le nombre de morts a baissé de près de 10%, alors que la vitesse moyenne était à la hausse. On ne doit pas perdre de vue qu'il y a de nombreux points noirs sur notre réseau qui doivent être sécurisés autrement que par la vitesse. Si un virage est particulièrement dangereux, il faut par exemple y mettre des barrières pour empêcher une sortie dans les arbres, ainsi qu'un séparateur central pour empêcher une personne d'aller sur la file d'en face. Il faut aussi, si possible, prévoir de le refaire entièrement lors de la prochaine réfection de la route. Si une intersection avec un stop cause régulièrement des refus de priorité mortels, il est temps de revoir les angles d'approche, d'y dégager la visibilité ou d'y faire un rond-point. Si un segment connaît beaucoup de dépassements dangereux, car par exemple situé après une longue montée, il serait bon de dédoubler les voies dans le sens de la montée. Si un itinéraire est fréquenté par de nombreux promeneurs et cyclistes, il serait utile d'y aménager une piste qui leur est dédiée. Si une route simple à double sens a un niveau de trafic équivalent à une voie rapide, il est temps de dédoubler les voies ou au moins d'installer un séparateur central et de sécuriser les intersections en attendant. On ne doit pas non plus perdre de vue que les sanctions suite à des comportements graves ne sont pas suffisamment prises au sérieux. Il suffit de regarder quelques documentaires pour voir à quel point les peines après avoir tué quelqu'un sont risibles, même après n'avoir montré aucun remords devant le juge. Il est aussi trop facile en France de prendre le volant après un retrait de permis ou après avoir été plusieurs fois chopé à rouler bourré. Je suis désolé, mais quand ça fait plusieurs fois qu'on se fait choper comme ça, on mérite d'être mis sur une liste, surveillé et contrôlé aléatoirement. On ne doit pas non plus perdre de vue que la mentalité française vis-à-vis de la voiture est tout bonnement merdique.
Marchez 15 minutes en ville et regardez combien de voitures garées ont des pneus totalement lisses. Passez sur une aire de repos avec un manomètre et je suis certain que vous seriez choqué du nombre de personnes qui partent pour de longs trajets sans même avoir vérifié la pression de leurs pneus. Parlez à n'importe quel anglais, allemand ou scandinave et vous verrez qu'une des choses qu'ils remarquent, c'est combien les Français ne prennent pas soin de leur voiture. Les anciens de Top Gear ont même fait tout un épisode spécial dans lequel ils se foutent de notre gueule. Dans d'autres pays, les forces de l'ordre ont des stations mobiles de contrôle technique, nous, non. La mentalité merdique s'exprime aussi dans la manière de conduire de beaucoup de Français. Toujours accolé au cul dans la patience, toujours ce besoin primal de doubler, toujours imbu de sa priorité à penser qu'il est habilité à donner des leçons aux autres et que de toute façon il ne faut qu'encombrer son chemin. Il faut qu'en France, il y ait les moyens de sanctionner les petites incivilités. D'une, parce que ça pourrit la vie à tout le monde, mais surtout parce que ce sont les petites qui finissent par mener aux grosses, et c'est ce qui finit par faire prendre à une poignée de connards un sentiment d'impunité. Et enfin, on ne doit pas non plus perdre de vue qu'une solution à la mortalité routière, c'est aussi de remplacer, quand c'est possible, la circulation par autre chose qu'un camion et une voiture. Les Pays-Bas ont prouvé qu'avec les bonnes infrastructures, il est possible de faire préférer aux gens des alternatives à la voiture, et ce sans avoir à la bannir entièrement pour ceux qui en ont réellement besoin. Et quand on voit sur une route des colonnes de camions alors qu'il y a une voie ferrée sous-utilisée qui suit plus ou moins le même tracé, il est temps de se poser les bonnes questions. Mais bon là, on commence à toucher un point de notre analyse qui devient hors sujet. Si je dois résumer cette vidéo, réduire toujours plus les limitations et sanctionner à outrance ne mène à rien. Pire, ça donne une image négative de la sécurité routière à l'opinion publique. Il y a une différence entre excès de vitesse et vitesse excessive. Tous les excès de vitesse ne sont pas forcément des vitesses excessives. Ce qui cause les accidents, ce sont les comportements abusifs et les erreurs. La répression, c'est sur les abus et uniquement les abus. Les erreurs se préviennent principalement par l'infrastructure et la prévention. Et tout ça ne doit pas nous faire oublier que la vitesse n'est pas toujours le principal problème. Et si les pouvoirs publics se donnent comme devoir de protéger les Français d'eux-mêmes, alors ils doivent accepter leur part de responsabilité dans les accidents. Tous ces éléments forment la base de ce qu'on appelle la sécurité soutenable. Et si on se décidait enfin à traiter les problèmes de fond, peut-être qu'on arrivera un jour aux 0 morts et blessés graves. L'âge d'or de la sécurité routière, où on pouvait sauver des milliers de vies rien qu'en renforçant les contrôles et en imposant le port de la ceinture de sécurité, est une époque révolue. Il est temps de le comprendre et de s'adapter à la réalité complexe des accidents aujourd'hui.